cas, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles sont procurées l'une à l'autre. Donc là, c'est précisément l'hypothèse où on est dans le cadre d'un contrat à finalité unique. Vous comprenez? En un trait de temps. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, donc on est typiquement dans un contrat à exécution successive, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation, n'ayant pas reçu sa contrepartie. Et dans ce cas, quand on est en présence d'un contrat à exécution successive, on ne parle plus de résolution, mais de résiliation du contrat. D'accord? Donc, résolution du contrat quand on est effectivement dans le schéma d'un contrat à finalité, entre guillemets, unique. Et dans le cadre d'un contrat à exécution successive, on parlera de résiliation du contrat. OK? Donc, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1359 à 1359-9 du Code civil. Et enfin, l'article 1230 nous précise que la résolution n'a pas vocation à affecter les clauses de règlement des différends, et ni même les clauses en fait telles que les clauses de confidentialité ou de non-concurrence. Vous savez ce que sont maintenant des clauses de règlement des différends. Ce serait par exemple une clause attributive de juridiction dans le cadre d'un contrat international qui viendrait, comment je peux expliquer ça? Disons qu'effectivement, on appelle ça une clause attributive de juridiction ou une clause de compétence, et l'idée c'est qu'on va venir évincer l'ensemble des juridictions étatiques au profit d'une juridiction d'un pays. D'accord? Par exemple, les juridictions françaises. Donc en fait, ces clauses, elles n'ont pas vocation à être neutralisées par la résolution du contrat, et donc elles sont autonomes du contrat qui les contient. Okay. Donc demain, si effectivement il y a un différend relativement à ce contrat, le litige sera porté par exemple devant les juridictions françaises si la clause attributive de compétence prévoit en fait la compétence des juridictions françaises. Et donc il en est de même concernant les clauses de non-concurrence ou encore les clauses de confidentialité. Elles n'ont pas vocation à être neutralisées par la résolution du contrat. Alors, remarque, le créancier peut demander la résolution de la convention, donc solliciter la fin de la relation contractuelle au travers de la résolution, d'accord? On a vraiment trois types de résolution. La résolution dite conventionnelle au travers de l'insertion donc d'une clause résolutoire, d'accord? La résolution unilatérale qui se fait par simple notification, et enfin la résolution judiciaire où là effectivement on a recours au juge. Okay. Donc une inexécution suffisamment grave pour la résolution unilatérale et judiciaire, et un contrôle a posteriori du juge pour la résolution unilatérale. Quels sont les effets de la résolution? Eh bien, on l'a compris, c'est la fin des relations contractuelles et on procède à la restitution finalement de certaines prestations. Et ici, on doit procéder à une distinction entre les contrats à utilité finale et les contrats à utilité continue, où là, on ne parlera plus de résolution, mais on parlera de résiliation. C'est clair pour tout le monde ou pas? Donc, on va poursuivre. Les dommages et intérêts concernant la responsabilité contractuelle, ils sont prévus aux articles 1231 et 1231-7. Donc, je ne vais pas vous lire des dispositions. Je trouve que c'est un non-sens. Vous prendrez le temps de regarder donc article 1231 à 1231-7 du Code civil. OK? Donc, on poursuit. On va s'atteler maintenant aux conditions de la responsabilité contractuelle. Et donc, les conditions, on va en traiter dans le cadre de cette séance, et on verra donc la question de l'exonération et la question de l'aménagement de cette responsabilité contractuelle dans le cadre de la semaine prochaine, la séance numéro 4. Alors, les conditions de mise en jeu de cette responsabilité contractuelle, vous le savez maintenant, exactement la même chose que dans le cadre de la responsabilité délictuelle, donc anciennement 1382, aujourd'hui 1240. Responsabilité contractuelle nécessite quoi? Une faute contractuelle, un dommage et naturellement un lien de causalité entre la faute et le dommage. Alors on a un principe d'autonomie des responsabilités délictuelles et contractuelles qu'on verra dans le cadre du document 1, et on a également un principe de non-cumul des responsabilités civiles, contractuelles et extra-contractuelles qu'on verra dans le cadre du document 2. Donc c'est que je ne peux pas agir dans le même temps sur le fondement contractuel et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour des faits identiques. Ça sous-entend que demain, imaginons que vous tombiez sur un cas pratique qui mêlerait responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, il faudra absolument me citer en premier lieu
cet arrêt avec le principe de non-cumul des responsabilités. Alors, ça vous paraît évident là quand je vous le dis, mais après, quand je lis des copies, c'est pas si évident que ça. Donc, vous comprenez bien que je peux agir sur un fondement et je ne peux pas agir sur un autre fondement dans le même temps au regard de ce principe de non-cumul des responsabilités. D'accord ? Donc, on lit. Alors, la faute contractuelle, en premier lieu, pour qu'il y ait faute contractuelle, il faut bien qu'il y ait une obligation contractuelle. Et cette obligation contractuelle, elle est de plusieurs ordres. Il s'agit d'une obligation de faire, il peut s'agir d'une obligation de ne pas faire ou d'une obligation de donner. Vous comprenez bien que cette obligation, elle est déterminée par les parties au moment de la conclusion du contrat, mais également des obligations qui découlent du contrat, comme effectivement les obligations de sécurité, les obligations de conseil et d'information. Alors, il faut une inexécution de cette obligation, et donc l'inexécution, elle est de deux types, d'accord ? Il peut s'agir d'un retard dans l'exécution, et il peut s'agir d'un défaut d'exécution. Attention, il faut également distinguer l'inexécution totale de l'inexécution partielle. De fait, cela aura un impact, d'accord, sur les dommages et intérêts octroyés. Donc, variation des dommages et intérêts en fonction du degré d'inexécution. D'accord ? Alors, il faut une inexécution. Donc, ça, c'est l'inexécution d'une obligation. Et l'inexécution, elle peut également être fautive. Et donc, faute dolosive, c'est-à-dire tout acte intentionnel et illicite par lequel le débiteur refuse d'exécuter son obligation. Il faut avoir connaissance du tort causé. Il peut s'agir d'une faute lourde, faute grossière, non intentionnelle, qui témoigne de l'inaptitude du débiteur à exécuter son obligation. Obligation de résultat, dans ce cas, le débiteur s'est obligé à fournir un résultat donné. Et obligation de moyens, le débiteur s'est obligé à mettre en œuvre tous les moyens que mettrait en œuvre une personne raisonnable pour atteindre le résultat escompté. Mais vous comprenez bien qu'entre obligation de résultat et obligation de moyens, l'intensité est différente. D'accord ? Alors, prouver l'inexécution fautive. Obligation de résultat, il convient de prouver l'absence de résultat, ce qui nous permet d'arriver à la faute contractuelle. Obligation de moyens, il faut une faute dans l'exécution de son obligation, qui se voudrait être une faute de négligence ou une faute d'imprudence. Alors, comment savoir véritablement si on est en présence d'une obligation de moyens ou d'une obligation de résultat ? Alors, naturellement, il va falloir tenir compte des différentes stipulations contractuelles précisées dans le contrat, mais on part du principe que si effectivement le créancier prend une part particulièrement active dans l'exécution de l'obligation du débiteur, on sera forcément plus en présence, plus enclin à penser qu'on est en présence d'une obligation de résultat. C'est bon ? Donc, les conditions de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle, on a vu l'existence d'une faute contractuelle, et maintenant on va s'intéresser à la question dommage. Et donc, sorte et étendue du dommage, en droit français, on a 3 types de dommages, matériel, corporel et moral, et naturellement, tous ces préjudices peuvent se cumuler, d'accord ? Je peux avoir subi un préjudice qui a causé et un dommage matériel, et dans le même temps un dommage corporel, et dans le même temps un dommage moral. Ok ? Donc en matière contractuelle, le principe veut que ne soit réparable que le dommage prévisible. En effet, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus, ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat. D'accord ? Sauf naturellement lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou une faute dolosive. La prévisibilité, elle va porter sur l'étendue et non pas sa survenance. Autrement dit, le dommage est imprévisible lorsque son étendue ne pouvait être raisonnablement prévue au moment de la conclusion du contrat. Donc, résumé concernant le dommage, l'imprévisibilité du dommage ne vise pas à exonérer l'auteur d'un manquement contractuel de sa responsabilité, mais à la mesurer. Alors faites attention parce qu'on a une différence de taille en termes de dommages avec la responsabilité civile, puisque dans le cadre de la responsabilité civile, je vous rappelle que la réparation du préjudice est intégrale. On va revenir là-dessus dans les prochaines séances de TD. Et donc, ça sous-entend encore une fois, je vous interpelle que si demain vous tombez, imaginons à l'examen terminal, sur un cas pratique qui mêlerait responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, vous allez devoir conseiller votre client au mieux et peut-être
aller vers un fondement plus qu'un autre, puisque là, en l'espèce, en tout cas, dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, la réparation du préjudice est intégrale. OK ? Donc, les caractères du dommage, eh bien, vous savez tout ça, mais on y revient rapidement. Donc, personnel, donc le préjudice, il peut être immédiat, il atteint la victime directement sans intermédiaire. Il peut s'agir d'un préjudice, d'un dommage par ricochet, ou effectivement un préjudice collectif, c'est-à-dire somme de plusieurs dommages individuels ou association de défense d'un intérêt. Alors, il doit être certain, ça sous-entend qu'il ne doit pas être éventuel. Et la perte de chance, ce n'est pas un préjudice éventuel, mais un véritable préjudice quantifiable par un calcul de probabilité. Donc la perte d'une probabilité, elle, est certaine. L'avantage escompté doit l'être dans un bref délai. On verra dans le cas du document 11 la question du préjudice futur si on y arrive. Et enfin, légitime, cela renvoie au préjudice non réparable, car le bienfait dont on a été privé était légitime. Exemple, un criminel qui a été arrêté du fait de l'intervention d'un tiers ne pourra pas demander réparation au tiers. D'accord ? Donc, on a vu la question de la faute contractuelle, on a vu la question du dommage, et maintenant on va s'intéresser donc au lien de causalité, et c'est le dernier slide, on va pouvoir s'intéresser à nos arrêts. Un peu long, mais c'est volontairement long, parce que ça nous a permis de faire un certain nombre de rappels, et vraiment, l'idée au travers de ces rappels de cours, c'est de venir fixer dans vos esprits les notions les plus importantes et les mécanismes les plus importants. D'accord ? Donc, le lien de causalité, l'article 1231-4 du Code civil nous précise que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Donc, le débiteur ne doit voir sa responsabilité engagée que si effectivement le dommage peut être mis en relation avec la violation de l'obligation contractuelle. D'accord ? Absolument, il est nécessaire, impératif, qu'on soit en présence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Alors, deux théories sont envisageables. La théorie de l'équivalence des conditions et la théorie de la cause adéquate, qui est retenue donc par la jurisprudence et par la loi. Dans le cadre de l'équivalence des conditions, toutes les causes doivent être considérées comme équivalentes en ce qui concerne le dommage. Et donc, il suffit que le dommage puisse être rattaché à l'une de ces causes pour qu'on puisse être en présence d'un manquement contractuel, d'accord ? Et qu'ainsi, le créancier puisse obtenir réparation. Donc, je vous ai mis un exemple. On a un transporteur qui ne livre pas un objet dans les temps à monsieur I, dont il devait impérativement être en possession pour un projet. En fait, on a repris l'effet de l'arrêt chronopost. Donc, du fait du retard, le projet ne peut être réalisé et donc monsieur X est ruiné. Donc, si on prend cette théorie donc, de l'équivalence des conditions, la ruine peut être attachée au retard de livraison et à ce titre, elle devrait faire l'objet d'une indemnisation. Vous comprenez bien que là, on a une équivalence des différentes causes. Peu importe, à partir du moment où effectivement le dommage peut être rattaché à l'une d'entre elles, on estime qu'on a un lien de causalité. Dans le cadre de la cause adéquate, l'approche est différente puisque toutes les causes ne sont pas génératrices d'un dommage. Certaines sont prépondérantes. Sans elles, il est certain que le dommage ne se serait pas produit. Et donc, les autres ne sont que secondaires, car finalement, sans ces causes, les faits auraient quand même pu se produire. Et donc, je reprends l'exemple du transporteur. Si on reprend les mêmes faits, mais que cette fois on fait application donc, de la théorie de la cause adéquate, la ruine est vue comme un effet secondaire, car il n'est pas certain que sans le retard de livraison, Monsieur X aurait fait en route, car son projet, finalement, aurait très bien pu ne connaître aucun succès. Et donc, c'est véritablement cette théorie qui prime en droit français et qui est préférée par la jurisprudence et par la loi, la théorie de la cause adéquate. OK ? Donc, est-ce qu'on est bon sur ce rappel de cours ? Oui ? Donc, pour vous en présentiel ?